Bonjour, je suis Delphine Curis. Je suis ravie d'intervenir avec Sarah Trias aux Journées dermatologiques de Paris. Merci de nous avoir proposé de faire une présentation. Avec Sarah, nous intervenons auprès des patients de la filière Fimarate depuis le mois d'octobre 2022. Ça fait un peu plus d'un an. L'objectif de cette présentation, c'est de vous apporter des éléments de réponse, de compréhension sur certains points bloquants qui nous sont présentés par les patients de la filière. Donc en premier lieu, il nous a semblé intéressant de parler de la RQTH, qui est la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Souvent, les patients ne connaissent pas cette démarche ou ne voient pas l'intérêt d'en faire la demande. Donc il faut savoir que c'est une décision administrative qui est donc accordée par la MDPH de son département. Elle s'adresse aussi bien aux salariés qu'aux demandeurs d'emploi, mais aussi aux jeunes qui ont plus de 16 ans, qu'ils soient étudiants ou alternants. Donc c'est une démarche qui se fait en instruisant un dossier MDPH auprès de son département. Cette démarche-là va être intéressante pour toutes les personnes dont la pathologie va rendre difficile soit le maintien en emploi, soit la recherche d'un emploi, ou soit la réalisation de ses études, de son alternance, du fait des conséquences et de l'impact de la pathologie sur son quotidien. Alors la RQTH va ouvrir un certain nombre de droits et d'avantages pour la personne. Déjà la mise en place d'aménagements de postes de travail, notamment par la mise en place d'aides humaines, matérielles, organisationnelles ou en termes de flexibilité dans l'emploi du temps. Donc très important pour se rendre à ces rendez-vous médicaux qui tombent parfois en pleine journée, et cela va éviter aux personnes de poser un jour de congé ou de RTT. Elle va permettre d'obtenir des financements par des organismes spécifiques, l'AGFIP pour le secteur privé et le FIF-HFP pour le secteur public. Donc le financement de matériel spécifique de compensation du handicap. Elle va permettre aussi aux personnes de bénéficier d'un accompagnement par l'employeur, mais également par des experts du handicap comme Cap Emploi ou des ergonomes. Elle va permettre de prévenir les situations de désinsertion professionnelle en compensant suffisamment tôt donc les besoins des personnes pour éviter les arrêts de travail à répétition, voire les arrêts de travail longs, et puis qui peuvent aboutir à un licenciement pour inaptitude et une perte d'emploi. Elle va faciliter la reconversion professionnelle par un accès au bilan de compétences, à la recherche d'emploi qui va être plus facile. Et elle va permettre aussi aux personnes qui sont en situation de reconversion d'accéder à des formations avec un avantage qui est la majoration de 300 € par an sur le compte personnel de formation. Alors, il nous a semblé important de faire un focus sur le dossier MDPH, dans lequel les personnes vont pouvoir demander l'ensemble des prestations possibles, que ce soit lié à la vie personnelle, professionnelle, d'étudiants ou d'aidants familiales. Ce dossier concerne à la fois les enfants et les adultes. C'est un seul et même dossier. Quand on est atteint d'une pathologie rare, il nous a semblé important en tout cas de regrouper les bonnes pratiques qui vont permettre d'augmenter les chances d'être mieux compris par la commission concernant les demandes de prestations et les besoins qui sont formulés. Ce qu'on préconise dans le dossier, c'est de bien mentionner maladie rare, à la fois sur la partie administrative et sur également le certificat médical. Il est important que dès la première page, les personnes aient conscience qu'il s'agit d'une maladie rare. Ça permet d'avoir, selon nous, une vigilance plus accrue sur les besoins de la personne. Si le dossier est urgent, il est possible de contacter la MDPH de son département en contextualisant bien, en expliquant bien l'urgence de la situation, puisque les dossiers, on le sait tous, sont très longs à aboutir, entre 4 et 6 mois, mais en réalité, c'est souvent beaucoup plus, et ça varie selon les départements et les moments de l'année. Mais en appelant la MDPH, on peut parfois accélérer la procédure. Ça m'est arrivé d'obtenir une RQTH en seulement 2 mois en expliquant bien l'urgence de la situation. On peut également cocher procédure simplifiée sur la partie administrative. Cette procédure simplifiée est valable dans certains cas qui sont précisés sur le formulaire. Nous conseillons de joindre les protocoles nationaux de diagnostic et de soins.
Alors c'est des documents qui sont, assez conséquents, qui font à peu près 50 pages en général. Ce que l'on conseille, c'est, de joindre au dossier les parties, qui sont les plus significatives dans l'impact du handicap, sur la vie quotidienne. De bien, donc de les photocopier, de les surligner, de surligner les parties qui sont les plus prégnantes pour la personne afin de les mettre en lien avec les besoins demandés par la personne. Ça permet d'objectiver les besoins par en fait un document qui est voilà, un document médical national. Ça permet d'apporter des éléments de compréhension pour les personnes qui vont statuer en commission. Également de joindre tous les certificats médicaux, les rapports d'expertise, de demander au médecin, on peut demander également au médecin expert qui suit la personne de remplir un second certificat médical en complément de celui qui a été rempli par le médecin traitant. Le certificat médical est à compléter par le médecin traitant de la personne. En revanche, on peut demander à son médecin expert de remplir le certificat médical afin d'avoir une vision plus précise plus macro de la pathologie, de ses impacts sur la vie quotidienne. Si la personne est en emploi, eh bien, elle peut également demander au médecin du travail un rapport qui va soutenir sa demande de RQTH, son besoin d'aménagement de poste pour voilà, son maintien en emploi. Alors, dans le dossier MDPH, il y a une partie qui est très importante, c'est celle du projet de vie. C'est la partie B de la vie quotidienne du dossier MDPH. Cette partie est vraiment à remplir avec soin et précaution. On conseille vraiment aux personnes d'être le plus précis, concis et factuel possible dans ses explications. On conseille d'éviter de faire des phrases et plutôt de lister ses difficultés et de détailler les impacts de la pathologie dans tous les domaines de sa vie, que ce soit la vie sociale, professionnelle, familiale, sportive, de couple. Donc ça demande une réflexion et souvent un accompagnement pour prendre suffisamment de recul et prendre conscience, verbaliser, formuler et écrire tous les aspects, tous les impacts de la pathologie dans sa vie quotidienne. Donc ne pas hésiter à structurer cet écrit avec des chapitres, à souligner ce qui est important et vraiment à noter toutes les spécificités, même celles qui semblent banales, mais qui sont en lien avec ses besoins. Il est important dans son dossier MDPH de bien garder tous les originaux. Les dossiers peuvent se perdre, malheureusement, ça arrive. Donc voilà, de bien garder les originaux et dans tous les cas, les originaux, c'est le dossier médical de la personne et ces documents-là leur appartiennent. Important aussi de préciser que la demande peut se faire en ligne, alors pas dans tous les départements. Dans certains départements, c'est pour ça qu'on vous conseille de vous connecter à la mdphenligne.cnsa.fr et là de bien vérifier que la demande peut se faire en ligne dans le département de la personne. On vous a joint, lorsque vous cliquerez sur les deux liens, deux guides du CNSA qui reprennent, alors ils datent un peu, mais ils reprennent bien les critères d'éligibilité des prestations MDPH. Donc bien comprendre les critères utilisés par la MDPH pour pouvoir y répondre au mieux et encore une fois augmenter ses chances d'être mieux compris et au final d'avoir un accord sur les prestations qui seront demandées par la personne. Alors, l'ALD, c'est une prestation qui ouvre droit voilà, à des soins mieux remboursés avec une prise en charge à 100 des dépenses en lien avec la pathologie et la prise en charge de frais de transport sous certaines conditions. Donc, les pathologies rares sont souvent hors liste, ALD 31 et 32, ou non exonérantes. Alors, pour aider le médecin traitant à faire sa demande et à l'argumenter, on vous conseille de lui fournir le PNDS synthèse à destination du médecin traitant qui sera à joindre évidemment au CERFA d'envoi de la demande ALD. Vous pouvez également proposer à votre médecin de se mettre en contact avec votre médecin spécialiste pour avoir plus de détails et de précisions sur la pathologie. Et vous pouvez également prendre contact avec des associations spécialisées qui peuvent avoir des retours d'expérience sur ce sujet précis de demande d'ALD. Ce qu'il faut savoir, c'est que les CPM
ont chacune leur propre gouvernance et prennent leurs propres décisions. Donc il n'est pas rare de voir des pratiques qui ne sont pas uniformes sur le territoire avec des refus d'ALD et des acceptations pour la même pathologie sur le territoire. Donc vous pouvez dans tous les cas faire un recours en respectant bien les délais. Concernant les bénéficiaires de l'ALD, on a constaté aussi qu'il est parfois difficile d'obtenir une assurance, que ce soit notamment dans le cadre d'un prêt. Donc on a développé un partenariat avec 2 courtiers depuis quelques années et ces courtiers conseillent les patients et ont souvent des solutions à leur proposer qui sont intéressantes et qui permettent souvent de leur proposer des prestations assurantielles que ne leur proposent pas les assurances classiques du fait de leur pathologie. Donc voilà, c'est une ressource que l'on a et qu'on propose également aux patients. Parmi les questions qui nous sont fréquemment posées, il y a celle du financement des restes à charge de soins ou de médicaments. Comme nous en avons parlé tout à l'heure, il y a évidemment l'ALD qui prend en charge un certain nombre de soins à 100%. Mais il y a aussi la complémentaire santé solidaire que l'on appelait avant la CMUC. En fait, c'est l'assurance maladie qui propose de prendre en charge tout ou partie d'une complémentaire, c'est-à-dire d'une mutuelle. Elle a une convention avec certaines mutuelles avec des garanties sans reste à charge en optique, dentaire et audiologie. En fonction des ressources, la participation du patient sera plus ou moins importante. Mais il y a aussi le 100% santé, on ne le sait pas toujours, les professionnels de santé sont obligés de le proposer dans les domaines de l'optique, de l'audiologie et du dentaire. Ils sont obligés de vous proposer un devis en 100% santé, sans reste à charge, et un devis avec en général des prestations plus importantes. Si votre problème de santé est reconnu comme un handicap par la MDPH, la Maison départementale des personnes handicapées, il y a donc possibilité de demander la PCH, la prestation de compensation du handicap, qui va permettre de compenser tous les frais qui restent à votre charge et qui sont là pour compenser votre handicap. Donc la PCH à partir de 20 ans et pour les moins de 20 ans, la PCH ou la EEH qu'on appelle avec un complément. Tout ça pour les aides techniques, humaines, le logement et le transport. Dans l'attente de la réponse de la MDPH, qui peut être plus ou moins longue en fonction des départements, il est possible de solliciter des aides financières auprès d'autres organismes. Tout d'abord, le droit commun, l'action sociale de l'assurance maladie, que vous soyez CPM ou MSA, la CAF, votre mutuelle, si elle possède un fonds d'action sociale, il faut l'appeler pour lui poser la question. Votre caisse de retraite complémentaire principale, à partir du moment où vous avez travaillé dans une entreprise privée, vous êtes rattaché toute votre vie à une caisse de retraite complémentaire. Pour la connaître, il y a un lien que nous avons mis sur cette présentation. Il faut appeler, expliquer la situation et en fonction, remplir un formulaire que l'on appelle une DIS pour une demande d'aide financière ou alors vous pouvez aussi bénéficier de chèques CESU. Votre employeur aussi peut avoir une politique handicap avec des prestations ou le CSE de votre entreprise. Pour les retraités, ils peuvent solliciter la caisse de retraite de régime général, mais aussi les caisses de retraite complémentaires Agir Carco. Et Delphine vous en a parlé tout à l'heure, il y a aussi possibilité de demander des aides à la GFIP et au FIP-HFP. Pour la datation du logement ou handicap, il y a toujours la MDPH qui peut participer à ces dépenses. L'ANA, Agence nationale d'amélioration de l'habitat, Action Logement si vous travaillez dans le privé, et il peut y avoir un crédit d'impôt en fonction des travaux réalisés. Nous avons souhaité vous parler du maintien en emploi, car nous sommes souvent sollicités par des salariés qui sont en arrêt de travail et ne savent pas dans quelles conditions ils vont pouvoir reprendre leur emploi, ou s'ils vont pouvoir le reprendre, ou des personnes pour lesquelles il y a un risque d'inaptitude qui est déclaré. Donc Delphine vous en a parlé, il y a la reconnaissance travailleur handicapé, c'est la première démarche à faire. Elle vous a parlé de la procédure simplifiée, mais il y a aussi une procédure qui prend un peu plus de temps. Il faut cocher la case AAH, une demande d'allocation à adulte handicapé. C'est le seul moyen d'avoir un taux de handicap. Ce taux peut être utile dans le cas d'une retraite anticipée ou pour certains organismes d'aide sociale qui vont demander, pour que vous puissiez bénéficier de ces prestations, une reconnaissance de taux. Par la MDPH, vous pouvez aussi demander une orientation vers le marché du travail pour avoir un accompagnement vis-à-vis de l'emploi, notamment si vous êtes demandeur d'emploi. Si vous souhaitez baisser ou arrêter de travailler, baisser votre temps de travail, il y a aussi la pension d'invalidité de la sécurité sociale.
de la CPAM ou de la MSA. Il y a 3 catégories, le montant est différent selon la catégorie. Elle peut être complétée par l'organisme de prévoyance choisi par votre employeur. Il est possible aussi d'être en temps partiel thérapeutique. Dans la fonction publique également, un temps partiel thérapeutique peut s'enchaîner avec des congés longue maladie et des congés longue durée fractionnés. Il y a évidemment l'aménagement de poste qui peut être fait par le médecin du travail, qui peut travailler avec un ergonome, un conseiller Cap Emploi, et il y a, on vous en a parlé, des cofinancements possibles par l'AGFIP et le FIPHFP. Et pour finir, il est possible de faire un bilan de compétences ou une formation de reconversion par le compte personnel de formation. Vous pouvez le faire pendant votre arrêt maladie en accord avec la CPAM. Et si vous souhaitez faire une reconversion, il est très conseillé de faire appel à un conseiller en évolution professionnelle. Pour terminer cette présentation, nous avons choisi de vous présenter une étude de cas. Nous accompagnons actuellement 2 familles avec 2 adolescentes à peu près du même âge, 12-13 ans, qui sont atteintes d'ichthyose héréditaire. Pour une famille, des prestations ont été refusées il y a quelques années, donc il faut refaire le dossier. Pour l'autre famille, on est encore dans le délai de 2 mois du recours suite au refus de compléments AEH, de PCH et d'AESH. Donc, parmi les difficultés sur ces 2 familles que nous avons repérées et que nous repérons sur ce genre de situation pour des parents d'enfants qui ont ce genre de pathologie, il y a souvent un arrêt de travail d'un des parents, souvent la mère, pour gérer les soins, les rendez-vous médicaux et spécifiquement pour cette maladie, l'entretien du linge de la maison. Il y a aussi nécessité d'aménager le logement, donc une climatisation réversible. Ce sont des personnes qui, vous le savez, sont très sensibles au froid et à la chaleur, et des surcoûts financiers dus à un certain nombre de choses. Le reste à charge sur certaines crèmes, des produits non remboursés comme les huiles lavantes, les baumes pour les lèvres, les shampoings, les aérosols, à l'usure prématurée des vêtements et du linge de maison, l'usure prématurée des machines à laver et de l'aspirateur, l'achat d'un adoucisseur d'eau, souvent, les factures d'énergie, évidemment, gaz, électricité, eau, le suivi psychologique, que ce soit de l'enfant, de la famille, souvent aussi, et des difficultés scolaires et de soins à l'école. Nos préconisations et notre plan d'action pour ces 2 familles. Comme pour tous les patients qui nous contactent, nous nous assurons d'abord de l'ouverture du 3ALD. Pour une des 2 familles, nous étions encore dans le délai de recours, donc nous avons fait un recours administratif, un RAPO auprès de la MDPH. S'il y avait un nouveau refus, il faudrait faire un recours auprès du tribunal. Pour toutes ces démarches, il y a possibilité de se faire aider par un conseiller des équipes relais handicap rare, il y en a dans toutes les régions. Pour la seconde famille, les délais de recours étaient dépassés, nous avons dû refaire un dossier MDPH. Dans tous les cas, nous vous conseillons de mettre le PNDS, s'il en existe un, des photos des lésions, parce que ça peut aider les médecins conseils à comprendre vraiment la situation, un descriptif de toutes les contraintes au quotidien. Il est possible pour le médecin de préciser sur le certificat les contraintes financières. Par exemple, dans ce cas-là, qu'il y a une usure prématurée des vêtements. Et en tant qu'assistante sociale, j'ai rédigé une note pour argumenter, expliquer le budget de la famille. Et évidemment que toutes ces dépenses imputées gravement sur le budget de la famille. Lorsque les personnes sont obligées d'arrêter de travailler avant de démissionner, évidemment c'est en amont, pour ces 2 familles il était trop tard, nous conseillons d'étudier toutes les possibilités d'arrêter de travailler ou de diminuer son temps de travail. Par exemple en demandant un congé de présence parentale ou un congé proche aidant à son employeur. Il y a aussi possibilité de demander l'AEH avec un complément à la MDPH. Lorsqu'il y a des difficultés scolaires, il faut demander à l'école un PAI, un projet d'accueil individualisé. Si cela ne suffit pas, demandez à la MDPH un projet personnalisé de scolarisation ou convoquer l'équipe pédagogique et le référent handicap scolaire pour faire ce qu'on appelle un GEVASCO. C'est une évaluation des problématiques scolaires avec des demandes un protocole de soins, avec du matériel. Il y a tout un tas de choses qui peuvent être demandées. C'est l'équipe pédagogique en lien avec parfois le médecin scolaire, le psychologue scolaire, le référent handicap et la famille qui établissent ce protocole. Il y a possibilité aussi de demander des aides financières à la CPM, la mutuelle caisse de retraite, on en a parlé tout à l'heure. Et puis évidemment, pour ces 2 familles, il y a aussi un accompagnement, un soutien psychologique fait par l'assistante sociale, par Delphine et moi. Mais aussi, nous conseillons aux personnes de se rapprocher
du CMP de proximité, en tout cas des solutions d'accompagnement qui sont moins onéreuses que des psychologues en libéral. Voilà, la présentation est terminée. Donc, nous rappelons aux patients qui peuvent nous contacter sur l'adresse mail qui figure en bas du diapo. Donc, c'est maladiesrares@alliancesocial.fr, que c'est un service anonyme, gratuit et confidentiel. Donc, les patients nous contactent par mail et nous les rappelons pour leur fixer un rendez-vous, toujours en distanciel, que ce soit par téléphone ou en visio. Donc, Sarah et moi sommes à leur disposition pour répondre à leurs questions et les accompagner au mieux dans leur démarche d'accès aux droits. Nous vous remercions pour votre attention et vous disons à bientôt.